À l'endroit où nous nous trouvons, il n'y a ni soleil ni ambroisie. Comme dans presque tous les quartiers de la plupart des grandes villes, on est plutôt au royaume du bitume et les espaces verts sont plutôt des espaces gris. Mais la bonne nouvelle est que beaucoup de citadins en ont assez et veulent changer les choses. Oui, et nous allons leur donner un coup de main. Armés de toute la panoplie, gants, pelles, griffes et pêche. C'est parti. Et la particularité de notre commando écolo est que la parcelle de terrain que nous allons embellir n'appartient pas à des particuliers. C'est un terrain de la ville de Munich. Oui, il y a maintenant plus de 30 ans que des citadins ont eu l'idée d'investir leur temps et leur argent pour embellir et reverdir leur quartier. L'idée est devenue un mouvement mondial et la végétation qui est plantée n'a pas seulement un rôle esthétique. Non, elle est aussi très utile. Et dans ce numéro de Xenius, nous allons vous montrer tout ce que nos amis les plantes peuvent nous apporter, à nous et à nos villes. Une aide plus utile que jamais, car les villes poussent encore plus vite que les mauvaises herbes. Toujours plus haut, toujours plus grand, c'est le credo des villes d'aujourd'hui. Les métropoles comme Paris, Berlin ou Munich ne cessent de s'étendre. Les immeubles poussent comme des champignons. Une conséquence logique, puisque d'année en année, de plus en plus de gens s'installent en ville. Depuis 2008, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la population urbaine du monde entier est plus importante que la population rurale. Vienne, la capitale de l'Autriche, ne fait pas exception à la règle. D'ici à 2030, sa population devrait passer de 1,7 à 2 millions d'habitants. Autant de personnes qui font des courses, prennent leur voiture, produisent des gaz d'échappement, des déchets et qui ont besoin de place. Et plus l'espace urbain est occupé, plus la qualité de vie se dégrade. Sans oublier qu'un autre problème attend les grandes villes, souligne Bernhard Scharf, ingénieur agronome, le réchauffement climatique. Les recherches sont unanimes. Les effets du réchauffement climatique vont peser plus lourd sur les villes que sur la périphérie. Il va faire encore plus chaud et plus longtemps. Et nos villes ne sont pas préparées à ce problème. Plus il fait chaud, plus on apprécie les oasis de verdure. Les citadins se réfugient dans les parcs et surtout à l'ombre des arbres. L'ingénieur agronome sait pourquoi les espaces verts sont si importants dans les villes. On voit que les gens aiment beaucoup venir dans ce parc, qu'ils s'y sentent bien. Et la raison est que les plantes ont des effets très bénéfiques sur nous. L'objectif est d'améliorer la qualité de la vie en ville avec l'aide des plantes. La chaleur est écrasante, l'air étouffant. Les villes sont de plus en plus souvent paralysées par la chaleur. Les périodes de canicule sont plus fréquentes et plus fortes. Dans les rues qui freinent le passage de l'air, la chaleur est insupportable. Il n'y a pas assez d'endroits abrités par des arbres par exemple. Rien ne vient filtrer les rayons du soleil. À Fribourg, une des villes les plus chaudes d'Allemagne, des chercheurs étudient les effets de la chaleur en milieu urbain. Le météorologiste Helmut Mayer et ses collègues pensent que le plus dur à supporter, ce sont les rayons du soleil eux-mêmes. Pour identifier les facteurs de stress thermique, ils installent une station de mesure. Elle va enregistrer la température de l'air, la vitesse du vent et le taux d'humidité. Pour ce qui est des rayons du soleil, sont mesurées l'intensité des ultraviolets ainsi que la quantité absorbée et réfléchie par l'environnement. On le tourne, le niveau est bon. Les habitants des villes ne sont pas habitués à la chaleur. Ils n'y sont pas adaptés.
La chaleur provoque des pathologies de plusieurs ordres. Ça commence par un affaiblissement des forces physiques. Il peut donner suite à une perturbation de l'état général, qui peut dégénérer en une augmentation des problèmes de santé et aller jusqu'à une augmentation du taux de mortalité, avec des décès dus à des insolations par exemple. C'est donc un problème très sérieux. Vers 11 heures, le thermomètre installé devant l'université de Fribourg indique 20 degrés, une température agréable. Mais petit à petit, l'inconfort monte. Les rayonnements réfléchis par les bâtiments augmentent la chaleur ambiante. Andreas mesure la température du pavage. Elle atteint déjà 37 degrés. Au cours de l'après-midi, celle de cette façade monte à 40 degrés. Certains jours, elle peut même grimper jusqu'à 60. En ville, on doit donc supporter les rayons directs du soleil, mais aussi ceux que renvoie l'environnement. L'ensemble donne ce que l'on appelle la température physiologique équivalente, la température ressentie. Nettement plus élevée, en l'occurrence, que les 20 degrés du thermomètre. Ce que confirment également les sondages. Et vous, pouvez-vous évaluer la température ambiante à l'endroit où nous sommes? Je dirais qu'il fait entre 22 et 24 degrés. Et vous? En plein soleil, je dirais aussi entre 22 et 24. On est beaucoup mieux sous les arbres. La température est pratiquement la même, mais le feuillage fait écran aux rayons du soleil. Sur ce graphique, en bleu, on a la température ambiante à Fribourg le 25 juillet. Et en rouge, la température physiologique équivalente ou température ressentie. Entre les deux, il y a une différence de 10 à 15 degrés. Et en vert, on a aussi la température physiologique équivalente sous les arbres. Autrement dit, ce graphique montre qu'on peut réduire le stress thermique, la chaleur, par l'ombre que produisent les arbres. En faisant barrage au rayonnement, les arbres rendent la chaleur des villes plus supportable. Bernhard Scharf veut exploiter une autre propriété des plantes pour protéger les villes de l'excès de chaleur, leur capacité à rejeter de la vapeur d'eau. Une source de froid qui peut être bien utile en ville. Tout le monde en a déjà fait l'expérience. Quand on sort de la piscine et qu'on se met au soleil, on a la chair de poule. L'évaporation produit du froid, une sorte de climatisation naturelle. Le chercheur étudie la transpiration de plusieurs variétés de plantes. Il y a 2 jours, il a arrosé et pesé ses pieds d'œillet. Aujourd'hui, il les remet sur la balance. Le poids qu'ils ont perdu montre la quantité d'eau évaporée. Et pour savoir quelle partie de la plante rejette le plus d'eau, il les coupe en morceaux de même taille qu'il va faire sécher. Une fois que nous connaîtrons les possibilités des plantes qu'on a ici, on pourra transposer les résultats à plus grande échelle et savoir ce qu'on peut obtenir comme refroidissement grâce à l'évaporation. Ces œillets perdent 4 à 5 grammes d'eau par jour, une petite contribution à la climatisation naturelle. Des plantes qui jouent les climatiseurs bio. Les habitants de ce quartier de Munich peuvent se réjouir. Nous leur faisons de nouvelles plantations. Absolument. Et nous jardinons en compagnie de Sylvia, qui manie la bêche, de l'association Green City. Et le clou est que ces opérations de plantation sont en fait illégales. D'où leur nom de guérilla jardinière. Sylvia, avant de dépoter ta plante, c'est vraiment interdit ce qu'on fait là? Non, ce n'est plus totalement illégal comme au début. Ici, en l'occurrence, nous avons l'accord de la mairie. Cette plate-bande est entretenue par des habitants. Ils font attention à ce qu'elle ne soit pas rasée ni abîmée.
Les habitants du quartier doivent être contents d'avoir ce petit jardin. Pourquoi la ville ne serait pas d'accord? Le problème est que la ville de Munich ne peut pas se charger de leur entretien. Tant que des habitants s'en chargent, s'occupent de l'arrosage et du reste, tout va bien. Mais s'ils laissent tomber, on doit remettre l'endroit dans l'état où il était au départ. Quand vous lancez des opérations, ce sont toujours les mêmes militants jardiniers qui vous aident? Ou vous faites aussi appel aux habitants du quartier pour vous donner un coup de main? Les deux. On essaye d'associer les gens du quartier, mais on a aussi un groupe de jardiniers et de jardinières fidèles qui viennent régulièrement nous aider. Et comment les gens réagissent? Quand ils participent, ils sont contents du résultat ou disent plutôt « oui, bof ». Ça les amuse toujours. Avec le temps qu'on a aujourd'hui, peut-être pas autant. Mais d'habitude, tout le monde s'amuse. Oui, oui. Les plantes qu'on a là ont déjà une bonne taille, mais quand on n'en a pas, on peut aussi lancer des bombes à graines. Comme ça? Comment ça marche? Oui. Les bombes à graines sont des boules d'argile et de terre qui contiennent des graines. L'argile les protège tant qu'il ne pleut pas. Et à la première pluie, la boule se désagrège et les graines germent. D'accord. Ça marche aussi si on les lance dans un endroit où la terre est dure? Là, vous avez tout bien retourné. Dans les endroits où il y a beaucoup de béton autour, ça ne marche pas parce que la terre est trop tassée. Mais quand on trouve un coin où il y a de la bonne terre ou de la pelouse, ça germe bien. Et pour les coins désespérés où on ne trouve même pas 1 centimètre carré de terre pour jeter une bombe à graines, nous avons un truc à vous proposer. Les graffitis en mousse. C'est très simple à faire. On émiette de la mousse dans du lait fermenté et hop, on peinturlure le mur comme le fait Caro. Oui, l'odeur n'est pas top, je dois dire. Et je ne suis pas convaincue que la mousse va pousser. Et malgré tout, nous allons encourager notre graffiti comme il se doit. Un pour tous, mousse pour un. Car faire pousser de la mousse sur les murs est vraiment une bonne idée. On regarde tout de suite pourquoi. Les murs végétaux du botaniste français Patrick Blanc font partie des chefs-d'œuvre du genre. Comme la façade du musée du Quai Branly, à Paris. Une œuvre d'art vivante. Avec ce concept, Patrick Blanc a fait école. Et pas seulement en France. Elles sont vraiment belles. Fraîchement sorties de terre, bien vertes. Oui. À l'école d'agronomie de Vienne, des scientifiques cherchent à utiliser ces façades pour rafraîchir la ville en été. Grâce à un support en laine de roche et en feutre, des plantes qui couvrent normalement le sol, comme ces bergénias, peuvent pousser en hauteur. Bernhard Scharf fait des essais pour sélectionner les variétés qui supportent le mieux ces conditions inhabituelles et trouver le meilleur moyen de les arroser. Dans ce système, l'eau coule de haut en bas. La base étant donc toujours plus humide, les plantes doivent être choisies en fonction. Les sedums, comme celui-ci, poussent très bien à tous les étages. Mais on voit qu'en hauteur, ils produisent davantage de feuillage que plus bas, où le support est un peu plus humide, ce qui convient normalement très bien à cette variété. Dans cet autre système, l'arrosage se fait avec de l'eau de pluie qui coule du toit. Il faut qu'une rangée de jardinières soit pleine pour qu'elle ruisselle dans la rangée inférieure. Dans ce type de mur végétal, les plantes les plus basses doivent obligatoirement aimer les sols secs. La plus grande réalisation de Bernhard Scharf est la façade végétalisée du service de gestion des déchets. Pour les visites d'inspection ou les modifications, il doit entreprendre une véritable ascension. Le mur végétal, achevé en octobre 2010, s'étend jusqu'au 5e étage.
L'agronome installe un nouveau système pour améliorer l'alimentation en eau. Suite à une panne au cours de l'hiver dernier, une grande partie des plantes sont mortes. Avec les nouveaux capteurs, l'arrosage va être automatique. Nous sommes en train de mettre en place un arrosage commandé par des capteurs pour qu'il se fasse vraiment en fonction des besoins. Il est évident que selon la hauteur et l'exposition, les plantes ne demandent pas les mêmes quantités d'eau. Cette façade de 850 mètres carrés est recouverte d'œillets, d'aquilées, de menthes, de thym et d'ibérides. 14 000 plantes qui poussent dans les airs et se contentent d'un sol pauvre. L'arrosage se fait 3 à 4 fois par semaine par des tuyaux micro-perforés placés dans les bacs. Le jardinier n'effectue l'ascension que 2 fois par an pour couper les tiges mortes et mettre de l'engrais. Bernhard Scharf étudie les effets du mur végétal sur l'environnement. Il mesure la réflexion des rayonnements solaires, l'humidité de l'air et la température au niveau de la façade et du mur nu. Pour la réflexion des rayonnements, il utilise une caméra thermique. La façade de l'immeuble voisin enregistre 40 degrés. Le mur végétal, nettement plus frais, est à 28 degrés. Et le maximum s'élève à 44 degrés avec la partie peinte en noir. En hiver, le mur végétal fait office de couverture. Et en été, il protège tellement bien de la chaleur que sous le tapis de plantes, la maçonnerie a une température inférieure de 5 à 10 degrés aux parties qui ne sont pas végétalisées. Avec l'évaporation, l'ensemble des plantes rejette 1800 litres d'eau par jour. Une puissance de refroidissement qui équivaut à celle de 47 climatiseurs de taille moyenne, allumés 8 heures par jour. Normalement, on dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Mais cet habillage de verdure m'a tout l'air d'être génial. Absolument. Et il faut se représenter que la capacité d'évaporation de cette façade correspond à celle de 4 hêtres adultes. Quand on voit la taille d'un hêtre, on imagine la place que 4 spécimens occuperaient dans la rue. Mais assez parlé. Oui. Le travail nous attend, Gunnar et moi. À nos pieds. Pourquoi planter seulement des plantes d'ornement? Des fruits et des légumes, ce serait bien aussi pour la santé. Ce serait génial. J'aimerais beaucoup qu'on plante davantage de végétaux comestibles à travers la ville. Le problème est que dans la rue, comme ça, on ne peut pas contrôler les chiens. Et je ne veux pas prendre cette responsabilité. Il y aura des fraises avec supplément. Ah oui. Je comprends. Et pourtant, l'idée de cultiver des fruits et des légumes en pleine ville n'est pas si mauvaise que ça. Parce que plus les villes s'étendent, plus les surfaces cultivables diminuent. Oui, mais encore faut-il trouver des façons cohérentes de conjuguer la ville et l'agriculture. Des scientifiques ont déjà beaucoup réfléchi à la question. Ramener l'agriculture au cœur des villes, une idée d'avenir. À New York, des chercheurs envisagent d'intégrer des serres dans des immeubles de bureaux. Une solution pour revenir à des circuits courts entre producteurs et consommateurs. L'approvisionnement en végétaux frais adaptés au régime des animaux était également un problème pour ce zoo de Paignton dans le sud de l'Angleterre. Surtout en hiver où leur prix s'envole. Kevin Frediani, responsable des jardins botaniques du parc, a eu l'idée de les faire pousser là où ils sont consommés, dans le zoo. L'espace étant limité, il a décidé de bâtir une serre révolutionnaire, la première du genre en Europe. Les plantes y poussent sur plusieurs niveaux.
une idée imaginée il y a plus de 100 ans. Mais en raison des variations de lumière, le système n'avait jamais fonctionné. La particularité de cette installation est qu'elle est mobile. Et grâce à ce système, nous pouvons déplacer les plantes de l'ombre à la lumière. En hiver, nous sommes limités par des contraintes dues au rythme de croissance des plantes. Mais il suffit simplement de prolonger le temps sous serre. Au lieu de 4 semaines, on les laisse pousser pendant 6 ou 7 semaines. Cette serre, installée dans le zoo de Paignton depuis 3 ans, est la première de cette dimension. Tous les jours, Kevin Frediani contrôle le bon fonctionnement du système et vérifie l'intensité de la lumière aux différents niveaux. Au début, il y avait trop d'humidité dans l'air. Les plantes avaient tendance à moisir. Des ventilateurs ont été ajoutés pour résoudre le problème. Du lever au coucher du soleil, quelques 12 000 pouces se déplacent à travers la serre. Avec ce déplacement très lent, les plantes perçoivent mieux leur environnement. Il favorise la croissance du feuillage en réduisant celle de la tige, ce qui donne une production de meilleure qualité. Ce mouvement favorise en fait le développement des plantes. Sur ce carrousel permanent, on trouve de la roquette, de la moutarde, du cresson et des épinards. Ils poussent vite et produisent une abondante récolte. Plusieurs fois par jour, ils sont arrosés avec de l'eau de pluie recueillie dans une citerne souterraine. Elle coule d'un bac à l'autre et le surplus retourne dans le circuit. Entièrement automatisé, le système a été mis au point par une entreprise canadienne qui contrôle régulièrement ce projet pilote. Joanne Bailey, biologiste, examine les nutriments que les plantes puisent dans l'eau. Elle vérifie également le rythme de leur croissance et leur santé. Ce projet pilote permet de présenter le système Verticrop et de démontrer qu'il fonctionne. Nous recueillons une série de données sur de multiples cultures pour identifier celles qui sont le plus adaptées et qui pourraient se prêter à une exploitation commerciale dans l'espoir d'un développement international de notre système. Des horticulteurs belges et français ont déjà manifesté leur intérêt pour ce mode de culture. La récolte est un peu compliquée car il faut d'abord sortir les bacs de leur chariot. En été, Kevin et son équipe moissonnent jusqu'à 100 kg de salade par mois. Les feuilles sont coupées à 3 reprises et la 4e fois, le reste de la plante et la motte de racine servent de fourrage. La roquette va être distribuée aux animaux dans la journée même. Elle garde ainsi toutes ses vitamines. Et comme les jardiniers contrôlent l'engrais, ils contrôlent aussi les minéraux que contiennent les plantes. Un problème important est ainsi résolu. Pour de nombreux animaux de zoo, les légumes cultivés en Europe sont trop riches en fer et peuvent endommager leurs organes. Ceux qui sont cultivés dans la serre n'en contiennent pratiquement pas. Le zoo peut ainsi nourrir les animaux avec des végétaux de production locale, bien que la terre ait une haute teneur en fer. Kevin Frediani a veillé à ce que la serre soit la plus écologique possible. L'électricité provient de panneaux solaires. Si on prend le bilan carbone comme point de référence, pour une laitue cultivée en Espagne qui arrive en Grande-Bretagne, on a 1,5 kg de CO2. Pour une laitue cultivée ici en hiver, sous serre classique, le chiffre monte à 1,8 kg. Mais avec le système Verticrop, nous sommes à 0,2, simplement parce que la culture se fait à la verticale, qu'on produit davantage au mètre carré. Par rapport à tous les systèmes existants dans le monde, on utilise 4 fois moins d'énergie et seulement 10% de la consommation d'eau.